Bonjour et bienvenue sur Local First, diffusé à travers les ondes de la radio CGRO 107.7 FM. Maître Lalonde, bonjour. Bonjour. Maître Lalonde est un avocat et notaire bilingue. Son cabinet est situé à 25 minutes d'Ottawa, ici à Embrun. Maître Lalonde est diplômé d'un baccalauréat en droit à l'Université d'Ottawa. Il réussit au barreau en 92 et en 93, il pratique et il excelle dans le droit immobilier, dans le droit matrimonial, dans le droit commercial, les litiges civils, ainsi de suite, ainsi de suite. Et bien sûr, en tant que notaire, sur les testaments et planification successorale, ainsi de suite. J'ai fait une bonne présentation, ça va? Ah, absolument, absolument. Ça va bien, oui. Super, super. Ça comprend tout. Voilà, Super. moi, j'ai envie de vous poser une question. Vas-y. Depuis 93, vous excellez. Oui. Et vous avez une réputation de quelqu'un qui travaille sans relâche. J'essaie. Alors, quel est votre bilan aujourd'hui? Bien, le bilan, écoute, je suis fier de ce que j'ai bâti. Je ne l'ai pas bâti seul. J'ai une bonne équipe, je dois dire. Mon épouse travaille avec moi. Puis, je suis très chanceux parce que c'est une personne consciencieuse et très professionnelle. J'ai aussi une autre assistante. Mon épouse, c'est Diana Lalonde, mais mon assistante, Ellen Johnston. Et Ellen aussi est très consciencieuse et aussi bonne avec les clients, comme les deux sont. Ça l'aide beaucoup. Souvent, les gens vont dire, les avocats, les notaires, c'est tous les secrétaires qui font, c'est toutes les assistantes. Mais je dois dire qu'ils en font beaucoup. Ils font beaucoup du travail c'est-à-dire c'est composé essentiel. Aussi, c'est composé aussi des secrétaires et des parajuristes? Absolument. Okay. Mais je pourrais dire que mes assistantes, c'est vraiment comme des parajuristes quasiment. Ils n'ont pas reçu cette formation-là. Aujourd'hui, on l'a. Dans notre temps, on ne l'avait pas, mais ils ont appris avec les années. Et puis, ils ont une expertise qui est difficile à trouver. Et ça s'est bâti tranquillement, cette pratique-là. J'ai eu plusieurs assistants. J'ai été chanceux. J'ai souvent gardé mes employés pendant plusieurs années. Et ça l'aide à bâtir une relation avec les clients et avec l'avocat parce qu'on sait comment la personne travaille. Mais je pense que ça, c'est la clé. C'est vraiment les gens qui travaillent pour vous. Vous-même qui devez être assez discipliné, c'est-à-dire être là, mettre les heures, faire le possible pour les gens. C'est pas toujours facile. C'est comme je dis toujours, on fait notre possible dans le temps qu'on a. Alors, évidemment, si on avait toujours tout le temps au monde, on faisait encore mieux. C'est comme dans tout domaine. Mais on fait le mieux qu'on peut dans le temps qu'on a. Et alors, je pense que je suis content du bilan qu'on a aujourd'hui, de ce qu'on fait. Il y a deux côtés. C'est sûr qu'un généraliste comme moi, je ne peux pas être spécialiste dans tout. Il y a des choses que je vais référer, même dans des domaines que je vais faire. Par exemple, si j'ai un cas d'un testament très complexe qui vont impliquer d'autres juridictions, je vais référer ces choses-là. Il faut savoir nos limites. Un bon avocat va reconnaître ses limites. C'est l'honnêteté. C'est l'honnêteté parce que si on excède nos limites, c'est là qu'on fait des erreurs. Et ça nous a toujours été expliqué au barreau. Il faut reconnaître nos limites. Et par exemple, le pénal, j'en fais pas, je réfère ça à mes collègues et ainsi de suite. Alors, il faut reconnaître les limites, savoir évidemment quelles elles sont. Je pense que le secret d'une pratique comme la mienne, et toute personne qui a un commerce, c'est évidemment d'être près des gens. Pour les gens, surtout les plus jeunes qui nous écoutent, s'ils considèrent une pratique comme ça, c'est intéressant parce que le droit, vous pouvez travailler autant pour une entreprise, autant pour le gouvernement, autant comme dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ou comme moi, en pratique privée. Je crois que si vous allez en pratique privée, je pense que ce qui est le plus important, c'est d'être quelqu'un qui peut parler aux gens, être près des gens. C'est-à-dire les écouter. Écouter ce qu'ils ont. C'est des problèmes qu'ils ont. Il faut les écouter. Et il faut trouver une façon de résoudre. Parce qu'un avocat, en fait, et un notaire, c'est une personne qui résout les problèmes. C'est essentiellement ça. Et puis, il faut être prêt à écouter les gens. Il faut être proche des gens. C'est-à-dire, il faut être capable de déceler leurs émotions. Il faut être capable de leur parler
de terre à terre, Donc, vous êtes avec, à leur même niveau, à leur niveau. un peu un spécialiste de l'humain aussi, quand même. Puisque Oui, là, absolument. Moi, souvent, les gens me disent, tu as une partie psychologue pour ça. Je ne suis pas psychologue. Je n'ai pas cette formation-là. Je le dis aux gens, mais je dois écouter les gens pour savoir c'est quoi vraiment le problème. Et souvent, il faut lire entre les lignes. Mais Il faut lire entre les lignes. je vous arrache la parole, c'est fabuleux. Je pense que quand on avait conversé, ce qui m'avait étonné, c'est que vous avez commencé votre pratique après 1 an et demi. Ouais. En 93, c'était pas trop une culture avant, mais vous êtes parti comme ça. En plus, pas essentiellement dans la ville, dans le downtown même, mais dans une campagne, on va dire. Absolument. Et c'est le pari qui a réussi, en fait. Vous avez réussi. Ça réussit. C'est pas pour tout le monde. Okay. Moi, j'étais originaire de ce coin-ci. Ouais. Peut-être que les gens se sentaient proches du fait que j'étais franco-ontarien du coin. Facilité avec ça. Mais au fond, les gens, c'est pas vraiment ce qu'ils recherchent nécessairement, quelqu'un du coin, mais plutôt quelqu'un qui est capable d'être parlable à leur niveau, les écouter. Les comprendre. Les comprendre, les écouter. Et parler à leur niveau. Là, okay? C'est comme un médecin. Je vais voir un médecin et il a des termes très longs pour déterminer, pour dire quelque chose. C'est la même chose pour nous. Pour nous, on a des termes. Chaque métier a son langage, son vocabulaire. Mais si on peut leur expliquer de façon simple, pas que les gens sont... Non, ils sont intelligents. C'est pas la question. C'est que ce n'est pas leur métier. Moi, quand je vais voir un mécanicien, il me dit, telle chose est cassée. OK, c'est pas mon métier. Explique-moi. Explique-moi dans des termes que je vais comprendre. Alors, je pense que ça, c'est important. Et je pense que n'importe qui est prêt à faire ça, est prêt à travailler près des gens, de les écouter, peut avoir le même succès que j'ai eu là, dans ce coin-ci ou n'importe où ailleurs. Oui. Donc, en fait, la technique que vous avez c'est pas une technique, c'est en fait, vous êtes resté naturel. Absolument. Et c'est ce que souvent les gens me disent. Moi, écoutez, j'ai été élevé dans le coin, j'ai été élevé sur une ferme, je suis quelqu'un très, très ordinaire. J'ai jamais pris mon rôle... disons, ça ne m'a jamais monté à la tête, dans le sens, là, faut que je montre que je suis avocat. C'est pas mon bac, c'est pas mon style. Alors, je pense que les gens apprécient ça. L'humilité. C'est ça, l'humilité, puis être au niveau que tout le monde, on peut se parler. Puis souvent, je trouve que ça détend les gens. Ça détend les gens. Les gens n'ont pas de misère à s'exprimer. Souvent, les gens nous arrivent, sont anxieux, sont très nerveux, c'est normal. Ils passent des moments difficiles. Quand on fait des transactions immobilières, c'est souvent heureux parce qu'on acquiert quelque chose. Mais quand on rentre dans des situations où il y a des gens qui ont décédé ou des gens qui se séparent, c'est des moments très difficiles dans leur vie. Alors, ça fait du bien d'être capable de converser au même niveau et de s'exprimer de la façon qu'ils veulent s'exprimer. Cette valeur-là, vous l'avez gardée, vous l'enseignez, puisque depuis, déjà, félicitations, puisque depuis longtemps, vous êtes... 31 ans. Wow! 31 ans. En tout cas, vraiment, félicitations pour ça. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que vous êtes venu en 93 et vous y êtes encore. Oui. Et les activités n'ont fait que gonfler, augmenter. Et apparemment, même là où vous êtes, là, dans votre cabinet actuel, vous avez... racheter l'immeuble et tout. Oui. Parlez-nous de ça. On a grandi avec le temps. Et mon étudiant qui a fait sa caricature avec moi est devenu mon copropriétaire. Puis on est l'édifice ici au 941 Notre-Dame. Puis écoute, ça fait... il était mon étudiant et puis maintenant, ça fait 21 ans qu'on est encore dans le même édifice. Alors, on ne change pas beaucoup, mais on s'améliore, on espère. Mais on grandit. Mais je pense que ça revient à... Ça revient à ça. Ça revient à être proche des gens, puis de vouloir travailler avec les gens. Je pense que c'est une qualité primaire. La deuxième qualité, parce que je pense peut-être, peut-être je m'avance, là, je dis non, on y va. Je pense que parce que souvent, les gens veulent savoir, qu'est-ce que ça prend pour être avocat, là? Premièrement, ça prend pas quelqu'un qui... je dis ça, là,
Ça prend pas quelqu'un. Les gens s'imaginent que ça prend quelqu'un d'extrêmement intelligent ou quoi que ce soit. Je reviens toujours à dire, les gens, la plupart des gens ont une intelligence ordinaire, normale. Ça prend pas quelqu'un de super intelligent. Ça prend quelqu'un de déterminé et qui a une ambition fixe. Okay. C'est-à-dire, il dit, c'est ce que je vais faire dans ma vie. C'est ce que je veux faire. Okay? Comme une vocation. Une vocation. Moi, c'est ma mère qui m'a mis cette idée-là jeune. Et puis, je sais pas, ça m'a laissé dans la tête. Et puis, quand j'étais jeune, les gens me disaient souvent, « Ah, t'es une personne qui aime argumenter, qui aime... » Je te verrais faire ça. Alors, bon, OK, peut-être. Puis, quand j'ai été à l'université, par la suite, j'aurais pu choisir soit aller enseignant ou aller avocat. J'avais les deux. J'avais deux options. Mais ma première option était avocat. Alors, quand j'ai pu être admis, j'ai foncé dans ça. Mais je dois dire que je remarque, moi, dans mon expérience, que ce ne sont pas les gens les plus intelligents qui vont finir le trajet. C'est les gens les plus déterminés. Et les plus ambitieux, qui ont une ambition fixe à faire quelque chose. Parce que ces gens-là, même s'ils ne sont pas les meilleurs, vont avoir des embûches, mais ils vont se relever. Ils vont se relever, oui. Et c'est dans tous les métiers. C'est dans la vie, en fait. Dans la vie, en fait, oui. On apprend toujours de ses erreurs. Absolument. Et puis, mais je pense que ça prend des gens, une personne déterminée. Alors, si les gens demandent qu'est-ce que ça me prend pour ça, ça prend vouloir vraiment faire ça. Puis, comme tout rêve qu'une personne a, c'est un but à atteindre. Alors, il faut y travailler. C'est difficile. C'est difficile d'y rentrer pour commencer à l'école de droit, mais une fois qu'on est rentré, c'est difficile aussi. Les études sont demandantes. Et quand on travaille, c'est aussi un métier assez demandant. Donc, ça, c'est peut-être la deuxième chose que je pense que ça prend. Mais ce que ça prend aussi, c'est la capacité de vivre avec le stress que vient ce métier-là. Okay. C'est ça que la question... Vous m'avez pris la question qui a été dans ma bouche. Oui. Je pense que vous avez quand même un côté psychologue. Quand même. Peut-être. Vous avez détecté directement facilement. Oui. Alors, parlez-nous de ça. Écoutez, tout métier a ses stress. Être avocat et notaire, c'est un métier stressant. Pourquoi? Parce qu'on accumule les problèmes des autres. OK? On a les problèmes, on a ses propres problèmes, mais en plus, on a les problèmes des autres. Mais il faut apprendre à gérer ça. Alors, il faut apprendre, comme dans tout métier, à gérer ça. C'est un des éléments pas faciles de ce métier-là, mais tout métier a ses... médecin a ses aussi. Est-ce que vous vous faites superviser par des psychologues? Non. Des choses comme ça? Peut-être, on devrait. Non, mais c'est un fait que dans la pratique, il y a un haut niveau de dépression ou d'alcoolisme ou de problèmes de toxicomanie. On ne se le cachera pas. C'est pas... je veux vraiment mettre les cartes sur la table. C'est pourquoi? Parce que ça peut être difficile à gérer, mais je pense que le secret, c'est vraiment de faire le mieux qu'on peut avec le temps qu'on a et essayer de finalement avoir une vie balancée. C'est-à-dire que, oui, j'ai eu des collègues, moi, qui travaillaient comme des fous, là. Ils travaillaient des 15 heures, des 16 heures. Mais on peut, vous savez, c'est comme un sprint. On peut faire ça juste un bout de temps. Un bout de temps, et après, un moment... Ça brûle. Ça brûle, oui. Alors, il faut être un peu comme un coureur marathon, dans le sens qu'il faut être capable de... faire les choses le mieux qu'on peut, mais il faut avoir une vie extérieure à ça. Il faut avoir une barrière entre notre vie professionnelle et notre vie de la maison, une vie familiale. Oui, familiale. Moi, ça a été, je pense, une des choses que j'ai établies du début, même en 93. Donc, c'est quelque chose que vous avez déjà compris. J'ai compris, oui, parce que j'ai vu beaucoup de cas où des gens se sont brûlés
fatigué, burn-out, etc. Donc, pour moi, c'est important. J'ai des heures régulières. Je pourrais travailler 3 fois plus que je travaille en fait d'heures, mais j'ai des heures régulières. Quand je ferme mon bureau, je ferme mon bureau. Ma vie privée est complètement à part. Ouais, et c'est important. Mon cellulaire ne va pas connecter au bureau. Je n'ai pas d'email sur mon cellulaire qui va venir du bureau. Je dois avoir ce temps-là à part pour être capable de continuer à être efficace. Alors ça, c'est mon secret. C'est faisable parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Et la capacité, chaque personne est différente. Vous savez, il y a des gens qui ont une capacité très élevée au stress. Lorsque vous partez, par exemple, faire des litiges, quand vous allez vraiment au tribunal, tout ça, comment on sait que comment je peux dire ça, que la justice, elle est un peu... chacun voit la justice à sa manière. Oui. Je vais vous dire, à chaque fois moi, je fais encore du droit de la famille et je me retrouve devant les tribunaux. Et je vais vous dire, ça fait 31 ans que je fais ça et j'ai encore des papillons quand j'y vais. Même si je connais le système, je connais la cour, je connais ce qu'il y en a. Il y a toujours un élément de surprise. Et la surprise peut venir autant d'un juge qui a juste une humeur qui n'est pas ce qui devrait être ce matin-là. Il n'a pas eu ses œufs, son bacon devait être là ce matin-là. Et, alors, autant ça que d'autres éléments. Il y a toujours un élément de surprise. C'est de là qu'on parle maintenant de la capacité oratoire d'un avocat. C'est vrai qu'on dit qu'il y a des juges avec lesquels, voilà, on sait déjà la personnalité du juge, comment elle est, plus ou moins. Mais dans la technicité de l'avocat, au niveau de la capacité oratoire, il y a un moment où il doit savoir convaincre le juge soit dans son cœur, avec la plaidoirie, en parlant, tout ça, avec la façon de justifier en fait les choses. Mais il y a aussi, à un moment, il faut convaincre le cerveau par des preuves, par des faits. Absolument. Alors, cette technicité-là, comment ça se passe? Il y a des trucs. Écoute, je dis toujours, puis on s'est fait souvent dire ça dans différents cours, c'est quand on essaye d'expliquer quelque chose à un juge, c'est un peu comme dans le meilleur scénario du monde, dans le meilleur cas, ça serait pareil comme si on serait assis autour d'un feu avec un ami et on lui expliquerait notre point de vue d'une façon calme, d'une façon pondérée et qui est appuyée par des preuves. Dans la réalité, c'est pas toujours le cas. On essaie de faire ça le plus naturellement possible. Mais évidemment, il y a l'élément du stress, c'est qu'on est en cours quand même. On n'est pas autour d'un feu. Mais dans l'idéal, ce serait ça, d'être capable de s'exprimer comme on se parle aussi aujourd'hui, de façon simple et de s'exprimer et de dire la position de notre client. Évidemment, il y a des petits trucs. Évidemment, on va toujours prioriser les arguments les meilleurs au début et à la fin. Parce qu'il a été prouvé que le cerveau humain va retenir au début et la fin plus qu'au milieu. Alors, les meilleurs arguments sont faits au début et à la fin du discours, si on peut. Ça a été prouvé. Alors, ça a été démontré. Donc, des fois, les gens, le laps d'attention au milieu, on perd des choses. Alors, tandis que le début, la fin, souvent, on va garder ça. Évidemment, on va essayer de mettre nos arguments en crescendo, c'est-à-dire du plus... mais puis, des fois, ça ne marche pas toujours avec cette technique-là, mais c'est à l'avocat de finalement décider comment il va préparer et démontrer par les preuves comment son argument va être construit et pour arriver à justifier la position de son client. Écoutez, on a déjà une bonne idée. Moi, les gens viennent me voir et puis m'expliquent leur information, surtout en droit de la famille. Je peux presque prédire assez. Je ne suis pas là un devin, mais je peux pas mal prédire ce qu'un juge va décider. Et je leur dis. Je leur dis du début, vous savez, voici ce qui va arriver. Ça. Ouais. Voici, basé sur mon expérience, basé sur la jurisprudence, voici à peu près ce qui peut arriver.
Fort probable. Et c'est assez rare que je me trompe. Ça peut arriver, mais ça arrive. Donc, on a déjà une bonne idée de comment un juge va voir ça. Évidemment, on va essayer de mettre nos meilleurs points de côté pour vraiment justifier notre position. Mais il y a toujours, quand il y a un juge, il y a toujours un élément d'inconnu parce qu'il peut voir ça d'une autre façon. Mais souvent, c'est le cas. Est-ce que c'est... Alors, quels sont les types de juges qui vous qui rend les choses compliquées? Quels sont les types? Imprédictibles. Des gens qui sont imprédictibles, qui sont... on ne sait pas trop. Ils ont une technique différente. C'est ça le pire. Il y a des juges qui sont plus prévisibles que d'autres. Okay? On apprend à les connaître. Et quand ça se passe, quand c'est comme ça, quand ils sont imprédictibles, comme vous dites? Il faut faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Quelle technique vous... Encore les mêmes techniques que j'ai passées. Ça va être souvent les techniques d'essayer d'expliquer le plus logiquement, calmement, les positions des clients, les arguments en faveur du client. On va adresser aussi les éléments forts de l'autre côté, mais on va essayer d'expliquer au juge pourquoi. Finalement, ce n'est pas des éléments si forts que ça. Ce sont des éléments moins forts que les nôtres. Okay? Évidemment, chaque avocat va défendre au mieux de sa connaissance, puis au mieux de la cause, le point de vue de son client, mais il reste qu'il y a une tierce partie qui prend une décision. Je dois dire que le système, surtout au niveau familial, a beaucoup changé. Et maintenant, c'est plus basé sur... on essaie d'arriver à une entente. Même s'il y a une procédure qui est commencée à la Cour, il y a des conférences pour tenter à ce que les parties règlent eux-mêmes le litige. On a, la plupart du temps, beaucoup de succès. Je dois dire... Avec des médiateurs qui viennent? Non, pas vraiment. En fait, la conférence, quand on est à la conférence, il y a deux conférences. Il y a la conférence de règlement et la conférence... la première, c'est la conférence relative à la cause. La deuxième, c'est la conférence de règlement. Le juge est là. La première conférence, c'est vraiment pour adresser les choses préliminaires, mais déjà, le juge a les faits en place, les arguments, et va souvent exprimer son opinion. Et c'est une personne qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de connu et connaît le droit et peut déjà exprimer aux parties, vous savez, voici les coûts impliqués pour continuer dans cette affaire-là. Savez-vous ce que ça va vous coûter? Voici ce que moi, je déciderais possiblement si cette affaire-là allait à un procès. Alors, lorsqu'on a la première conférence, c'est moins exprimé, mais la deuxième, vraiment, dans la deuxième, vraiment, les juges veulent régler, veulent tenter que les parties règlent. En exprimant leur opinion, ça donne un autre point de vue au client. Et souvent, même si on a exprimé ce point de vue-là au client, ça vient appuyer ce qu'on leur a dit souvent. Et souvent, les gens disent « oui, OK, là, j'ai un juge qui a beaucoup d'expérience. Il en a vu d'autres. Il est en train de me dire que voici ce qui va se passer là, si on continue. » Ça a l'effet d'arriver à plusieurs règlements. Okay? Et je dirais que pendant le COVID, ça a été difficile d'arriver à des règlements, pour moi, je parle personnellement, parce qu'on n'avait pas la même... On travaillait avec Zoom ou Teams. La nouvelle technologie actuelle. Absolument. C'est bien, c'est très efficace, mais ça n'a pas la même... effet de persuader les gens à régler ou d'arriver à un règlement. Pourquoi? La cour en elle-même, l'édifice, l'endroit, l'atmosphère, joue beaucoup sur les parties. Autant les avocats que les parties, mais les parties eux-mêmes, parce qu'ils se retrouvent dans un décorum, un endroit où on a vraiment, là, c'est sérieux. Voici où on est rendu. Alors, on est sérieux. Un cadre... Absolument. Ce n'est pas à l'ordinateur. C'est là. On a le juge là. On a tous les greffiers. On a tout. Et je dirais que ça a beaucoup aidé depuis qu'on a recommencé à la Cour à régler beaucoup des matières parce que ça n'a pas la même effet. Ça crée une pression qui aide les parties souvent à arriver à un compromis. Je vous dirais que 90% des dossiers se règlent par des accords de séparation, par exemple, au niveau de la famille, mais peut-être de 10 à 20% vont aller en cours et 1% vont se rendre seulement à un procès. Alors, ça vous montre que le processus fonctionne pour essayer de vraiment régler. Et en plus, on a la médiation, si les gens veulent dire. La médiation, Mais
J'ai plusieurs questions. Je sais, allez-y. Oui. J'ai plusieurs questions en même temps. Je voulais m'intéresser aux médiateurs, puisque il y a, en Europe, il y a des médiateurs, médiateurs familiales, voilà, qu'on prend justement à la place du juge, juste pour notifier. En fait, notifier, s'entendre, que les parties s'entendent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à la longue, avec les cours et tribunaux qui prennent du temps pour répondre à des questions, ainsi de suite, le médiateur le médiateur familial va être encore de plus en plus utile et les gens auront plus besoin d'eux pour pouvoir... qu'est-ce que vous en pensez? Absolument. Et c'est déjà de plus en plus marqué, surtout depuis le COVID, parce que ça prend beaucoup plus de temps. Et depuis le COVID, tout prend plus de temps au niveau de la cour. Les gens, écoute, quand ils sont ouverts à la médiation, j'ai aucun problème. Absolument. On peut les référer à un médiateur. Et des fois, les gens ils vont eux-mêmes, sans avocat. Et d'autres fois, ils aiment mieux avoir leur avocat là. C'est leur choix. Et c'est une très bonne façon d'arriver à un règlement si on peut. Mais c'est pas pour tout le monde. Ça dépend des dossiers. Il y a des gens qui sont capables de mettre leurs différents côtés et essayer d'arriver à une entente de cette façon-là. Puis il y en a d'autres qui ne sont pas capables. Alors là, c'est là qu'on peut-être on va essayer de s'écarter un peu, peut-être du sujet. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que maintenant, on doit avoir une nouvelle façon de penser le droit familial? Oui, il faut... Parce qu'au niveau, ça a déjà été repensé. Au niveau des tribunaux, c'est beaucoup plus axé sur médiation, conférence. Moi, quand j'ai commencé le droit, c'était pas comme ça. C'était directement en cours. On était en cours. Il y avait des motions constamment. C'est vraiment changé. On a des juges qui sont bien formés de plus en plus là, au niveau familial, parce que souvent, les juges qui ont été... mis au banc, avait cette formation-là, avait cette connaissance-là, cette expérience-là. Donc, ça l'aide beaucoup. Maintenant, je suis d'accord que peut-être la médiation pourrait avoir encore un plus gros rôle. Et pour être peut-être encore mieux encadré, peut-être rendre ça presque obligatoire comme premier recours plutôt qu'aller à la cour. Ça s'en vient. C'est déjà... on l'utilise fréquemment. Et l'intéressant aussi, c'est que des fois, on a des médiateurs qui peuvent agir autant comme médiateurs qu'arbitres. C'est-à-dire qu'ils vont tenter de régler la matière. Et lorsque les parties ne peuvent vraiment pas s'entendre, bon, ils changent de chapeau. Ils sont devenus des arbitres. Et ils peuvent rendre une décision. Alors, c'est très efficace. C'est moins coûteux. C'est moins coûteux, qu'aller à la cour. Le temps. Le stress impliqué. Écoutez, mais comme je dis, il va toujours rester une place pour la cour parce qu'il y a des gens, vraiment, ils ne peuvent pas arriver à une entente. Alors, c'est pas tout le monde qui peut le faire, mais c'est tout à leur honneur s'ils peuvent. T'sais. Alors, en tant qu'avocat, lorsque il y a des affaires comme ça qui nous passionnent ou qui nous rappellent peut-être une situation dans notre vie, consciemment et inconsciemment parfois. Ça peut arriver inconsciemment. C'est après quelques années qu'on se dit, mais cette affaire, en fait, je comprends pourquoi ça me touchait tant comme ça. Et voilà. Ça vous est déjà arrivé, ça? Oui, écoutez, moi, quand j'ai commencé à pratiquer, 31 ans passés, j'ai commencé à faire du droit de la famille. Je faisais d'autres choses, comme vous savez. Mais c'était un des domaines que je faisais parce que le gros du litige, vous savez, dans une pratique privée, c'est le droit familial. Okay? Alors, j'ai commencé à en faire. Au début, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. J'ai pensé même, j'ai dit, je ne suis pas sûr, je peux continuer à faire ça. C'est émotionnel, c'est difficile de mettre de côté les émotions qu'on reçoit de côté des parties de votre client. Mais avec le temps, on s'habitue à ça. On vient qu'on est capable de mettre de côté ces émotions-là. Et il faut le faire. Parce qu'on ne fait pas un service à son client si on n'est pas capable de regarder une situation logiquement. Lui a déjà assez d'émotions dans cette affaire-là. Okay? Et c'est difficile pour cette personne de nager là-dedans. Les gens qui sont pris avec beaucoup d'émotions,
ne sont pas logiques, ne pensent pas logiquement. Ouais. Alors, il faut être capable de mettre de côté les émotions dans ces être dossiers-là. très objectif. Très objectif, parce que plus j'ai avancé dans ce carrière-là, surtout au niveau de la famille, plus je m'ai rendu compte que ça ne fait aucun service au client de prendre des émotions. Okay? Il faut ne pas rentrer là-dedans. Il faut être capable de se détacher de ça, ce qui n'est pas toujours facile. Et dire, ben écoute, c'est le problème, mais voici comment on va le régler. Voici comment on va tenter de régler ce problème-là. Et être capable de mettre en place un plan pour essayer d'avancer dans ce dossier-là. Parce que si on rentre dans les émotions des parties, ça ne sert aucunement à la partie qu'on représente. Okay? Alors, ça, c'est peut-être la quatrième chose qu'il faut être capable de faire. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'apprend du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se développe. Qui se développe au fil du temps. C'est ça. Ouais, au fil du temps. OK. Alors, c'est passionnant. On dirait que j'ai 38 questions dans ma tête. Allez. Non, je suis très content. Là, je voulais poser une question sur un autre volet. Vas-y. Bon. Quand on a un cabinet comme le vôtre, au moins, ça fait à peu près 31 ans que vous êtes... c'est 31 ans d'exercice. Quel est le secret? Est-ce qu'on est né? Parce que je me pose des questions. Est-ce qu'on est né leader pour pouvoir manager un bon cabinet? Ou est-ce que... Je ne sais pas. Quelle est la formule pour pouvoir tenir un cabinet sur le long terme? Il n'y a pas de formule. Ah, okay. On n'est pas leader, on le devient. On le devient. Okay. On le devient. Ouais. Ça l'aide de la façon qu'on a été élevé, de la façon que nos parents... L'éducation. Peut-être pas l'éducation autant que les valeurs que nos parents nous ont données. Oui. Mais on le devient. On le devient par la force des choses, parce que si on ne le devient pas, on ne peut pas continuer. Vous savez, avoir un cabinet comme ça, non seulement il faut représenter les gens, mais c'est une entreprise, comme toute entreprise. Oui, donc, il faut gérer une entreprise. Que ça comporte le côté administratif, ça comporte tout le côté que implique une entreprise, le marketing, le tout. Mais c'est comme toute entreprise. C'est comme tout entrepreneur. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui... on fait des erreurs. On fait tous des erreurs. Alors, quand on commence, on fait des erreurs, mais on s'améliore, on devient meilleur, on a notre formule et on s'entoure de bonnes personnes. Alors ça, je pense que c'est le secret. Par exemple, moi, j'ai une personne qui va faire le côté des livres, la tenue de livres et ces choses-là. C'est partiellement ma conjointe, mais aussi j'ai une personne de l'extérieur qui vient et qui fait ça. Parce que pour moi, mon temps est plus valable à le faire à mon emploi que travailler là-dessus. Mais j'ai des bonnes personnes qui le font et qui m'aident. Et puis, on se développe en équipe. Alors, là, on va dans un autre volet encore. Ça, c'est très bien. On parle tout le temps d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle se développe de plus en plus à une vitesse incroyable et dans tous les domaines. Elle est en train de prendre la place de certains emplois, de certains métiers. Et que pensez-vous aujourd'hui du métier d'avocat? C'est une bonne question, c'est une bonne question. On s'est posé la question. Je pense que ça va avoir un impact comme dans tout métier. Est-ce que ça va éliminer le métier? Non, je ne crois pas. Il va toujours garder l'aspect, je pense, humain. Vous savez, là, quand on a des problèmes, on veut se faire représenter par un humain, on ne veut pas se faire représenter par une machine. Mais je pense que le pratico-pratique, les choses simples, par exemple, les questions qu'on pourrait avoir... Une question administrative. Oui, ou une question de droit. Par exemple, on vit une séparation, on veut savoir un peu nos droits. Peut-être que oui, peut-être que ça peut aider, d'abord que c'est fiable. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours si c'est fiable. C'est-à-dire, ce que vous dites, c'est que les avocats conseils pourraient... écoutez, ça dépend des gens. Je pense que les gens, c'est un peu comme... je regarde l'évolution dans les dernières années du point de vue de l'Internet. Par exemple, l'effet que l'Internet a eu sur notre pratique. Je vous dirais qu'il y a des gens qui vont aller sur l'Internet et faire leur propre document légal. Ils vont faire, par exemple, un accord de séparation ou quelque chose comme ça. Et je comprends pourquoi que ça se fait. Le précédent est là, etc.
il va y avoir des gens qui vont faire ça. Et il va y avoir des gens qui ne le feront pas. Il y a des gens qui sont prêts à prendre ce risque-là et il y en a qui ne sont pas prêts à prendre le risque. Vous savez, comme moi, là, sur l'Internet, il y a des choses qui sont correctes, il y a des choses qui ne le sont pas. Donc, je pense que ça va être un petit peu la même chose. L'intelligence artificielle va peut-être aider les gens avec les choses de base, par exemple, savoir nos droits, des choses comme ça. Est-ce que ça va remplacer un avocat? C'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille, je pense. Je ne dis pas que je ne lis pas le futur, mais je veux dire, ça reste un métier où il faut être très impliquant avec le client. Il faut sonder ses émotions. Il faut savoir la stratégie de l'autre côté. Je ne pense pas qu'on est rendu là au niveau de la machine. Il y a des éléments, des choses qui ne pourront pas remplacer. Ça me plaît ce que vous dites. Bien, je pense, puis je veux encourager, tu sais, moi-même, j'ai un fils qui a 23 ans et souvent, il se pose la question. On dit, ben, écoute, avec tout ce qui se passe, est-ce qu'on va vraiment avoir un travail? Est-ce qu'on va vraiment avec l'intelligence artificielle? Et puis, je dis, ma réponse, c'est que je pense que ça va aider certaines choses, ça va rendre certaines choses plus faciles. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être moins bonnes, comme dans toute évolution. Quand l'auto a parti, il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Les ordinateurs, c'est la même chose. Mais je pense que ça va rester peut-être au niveau où on n'a pas besoin de l'implication trop d'un humain. Aussitôt qu'on a besoin de l'implication d'un humain, je pense que l'humain est très difficile à remplacer. C'est la différence de parler à une machine ou de parler à un humain. Ça, vraiment, c'est ça. Bon. Je pense que c'est mon point de vue là-dessus. Je pense qu'on n'est pas demain la veille à remplacer complètement les avocats. Changeons, puisque oh là là, il ne faut pas savoir qu'est-ce que ça me fait, l'intelligence artificielle. Il y a toujours du bon et du mauvais partout, mais les travers... les travers, les déviances, ça me... Oui. Voilà. C'est choquant. Puisque c'est quand même un métier très noble. Oui. Très noble. Quand il est bien pratiqué, c'est un métier très noble. Voilà. Comme dans tout métier. Voilà, comme vous l'avez dit, vous enseignez aussi? J'ai donné des classes au barreau, etc. Je ne fais pas d'enseignement constamment, mais j'en ai fait un peu, oui. On pose une question maintenant, la dernière question, presque la dernière. Quel est l'avenir, selon vous, aujourd'hui, de la francophonie? C'est un grand mot, hein? C'est un beau sujet. Écoutez, moi, quand j'ai été à l'université, j'ai eu la chance d'aller au programme de la Common Law français à l'Université d'Ottawa, qui ont un programme qui existe depuis 20 années et qui a été développé pour les Franco-Ontariens. Et on se rend compte, là, 30 ans plus tard, je suis encore ici en train d'aider les gens de la communauté dans leur langue. Je ne dis pas que c'est facile de toujours représenter les gens en français en Ontario. C'est pas toujours facile. Je dois dire que souvent, les précédents qu'on a sont primairement en anglais. Il faut les traduire. C'est pas toujours facile. Je dis pas qu'on est à 100% toujours capable de tout faire en français, mais certes, on peut parler en français aux gens. On peut faire la plupart des documents, sinon tous les documents en français. Tous les formulaires de la Cour au niveau de la famille sont en français et en anglais. Alors, pratiquement, moi, dans ma pratique, tout ce que je peux faire en anglais, je peux le faire en français. Mais j'ai dû investir beaucoup de temps pour former ces documents-là, faire ces documents-là. Et encore une fois, il y a certains documents qu'on ne parvient pas, où on a malheureusement un manque de temps de traduire. On fait vraiment notre possible pour le faire. Par exemple, mais le problème, on revient un peu à l'intelligence artificielle qu'on voit, c'est que la plupart des programmes qu'on utilise pour créer des documents en Ontario sont uniquement anglophones. Oui, c'est vrai. Par exemple, on utilise des programmes comme DivorceMate qui sont des programmes qui créent des documents et qui font des calculs pour les pensions alimentaires, pour toutes les procédures. Alors, ce qu'on a dû faire, nous, c'est vraiment mettre une personne, qui était mon fils en fait, qui a traduit ces documents-là dans le programme. Parce que le programme, on a appelé, il ne faisait pas. On a venu à bout de faire nos propres précédents qui fonctionnent avec ça. Et je dois dire que, effectivement, ça fonctionne bien. Mais il y a un effort. Il y a un effort. Puis je pense qu'il y a encore de l'amélioration à faire.
puis les gens tiennent à leur langue. Donc, les clients veulent continuer à se faire représenter dans leur langue. Maître Lalonde, c'était magnifique. Merci. Promettez-nous que ce ne sera pas la dernière fois. Je vais essayer, si jamais l'occasion se présente. Il a répondu comme un avocat. Il a répondu comme un avocat. Donc, on ne dit pas oui ou non, on argumente. Voilà. C'est vraiment super, c'est vraiment super. Je suis très heureux, je le dis directement en live. Je sais qu'il y aura beaucoup de retours. Cette jeunesse-là vous suit, cette jeunesse franco-ontarienne vous suit. Oui. Et ont besoin de se projeter. Ont besoin de se projeter. Et c'est vrai que par votre devoir, par votre travail, vous êtes tellement pris que nous, maintenant, nous devons faire l'effort de venir vous prendre et immortaliser, comme je l'ai écrit souvent, votre savoir. C'est très important. Et surtout, motiver les gens. Nous, on vous félicite, puisque 31 ans, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné. Donc, je pense qu'il faudrait encore revenir et nous donner encore... Possiblement. Ouais. Je veux juste un dernier mot. Oui, je veux encourager les gens à aller dans ce métier-là. Si j'ai dit quelque chose qui vous décourage, découragez-vous pas. Allez de l'avant. Ouais. On a besoin de relève. Surtout dans les petites communautés franco-ontariennes. On en a besoin. Il faudrait qu'on parle de ça prochainement. Oui. Merci. Maître Lalonde, merci beaucoup. Oui. Bye bye, c'était Maître Lalonde avec Kalonji dans Local First et nous allons nous voir encore une prochaine fois.